Mesdames, Messieurs, bonsoir. À l'occasion du deuxième anniversaire de son investiture au titre de son second mandat, nous avons l'honneur d'être reçus ce soir par le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, pour un entretien exclusif accordé à l'ORTN. Cet échange portera sur le bilan de cette année de mise en œuvre du programme de Renaissance, ainsi que sur des questions d'actualité. Monsieur le Président, bonsoir. Merci de nous avoir accordé cet entretien. Alors, pour commencer, Monsieur le Président, quel bilan dresserez-vous de cette année de mise en œuvre du programme de la Renaissance? Bien, je vous remercie. Je voudrais commencer par renouveler mes remerciements au peuple nigérien qui m'a fait confiance par deux fois, en 2011 et en 2016. Le peuple nigérien m'a fait confiance sur la base d'un programme, le programme de Renaissance. Il y a le programme de Renaissance Acte 1 et le programme de Renaissance Acte 2. Je voudrais rappeler les axes prioritaires de ces programmes. Il s'agissait, comme on s'en souvient, d'abord de mettre en place des institutions démocratiques fortes et stables, d'assurer la sécurité des Nigériens, d'assurer la sécurité du pays, de réaliser des infrastructures routières, énergétiques, ferroviaires, de télécommunications, infrastructures urbaines également, de mettre en œuvre l'initiative 3N, de promouvoir l'éducation et la santé, d'assurer l'accès à l'eau et à l'assainissement et de créer des emplois, notamment pour les jeunes. À ces axes, le programme de Renaissance Acte 2 a ajouté un nouvel axe, qui est l'axe relatif à la renaissance culturelle. Alors, quel bilan peut-on faire de cette année de mise en œuvre du programme de Renaissance? On peut faire ce bilan à deux niveaux, au plan d'abord macroéconomique et puis au plan sectoriel. Au plan macroéconomique, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en 2016 et 2017, le Niger a connu une croissance économique de 4,9%, le même taux de croissance, 4,9% en 2016, 4,9% en 2017. Et quand on regarde la croissance cumulée depuis 2011, on peut dire que la richesse nationale s'est accrue de plus de 48%, de 2011 donc à 2007. S'agissant de l'inflation, le taux d'inflation a été de 0,2% en 2016 et 2,4% en 2017. Quand on cumule le taux d'inflation depuis 2011, le taux d'inflation cumulé n'est que de 6,5%. Ça veut dire que l'inflation, qui est une espèce d'impôt déguisé, a été donc maîtrisée. Cela a permis de protéger le pouvoir d'achat des ménages. Et même chose quand on prend l'endettement, nous avons maîtrisé l'endettement du pays. Nous avons également maîtrisé les dépenses grâce à la régulation budgétaire. Nous avons mis en œuvre des réformes au niveau des régies financières qui ont permis de redresser progressivement les recettes, ce qui fait que le déficit budgétaire est en cours de résorption et cela permet à notre pays de sortir de cette pyramide dite pyramide de Ponzi qui a caractérisé ces derniers temps la gestion des finances publiques. Donc vous voyez qu'au plan macroéconomique, nous avons pu renforcer la stabilité macroéconomique du pays depuis 7 ans. Maintenant, au plan sectoriel. Quand on prend secteur par secteur et qu'on en fait le bilan, on constate là également qu'il y a eu des progrès pendant ces 7 dernières années. D'abord, commençons par les infrastructures. En 2016-2017, puisque le bilan du premier programme, rappelez-vous, a été déjà fait à l'occasion et débattu à l'occasion des élections de 2016. Donc je vais me concentrer surtout sur 2016 et 2017. Nous avons continué les réalisations
au niveau des infrastructures routières, énergétiques, de télécommunications et urbaines, pour citer des exemples. Pas plus tard que le 3 avril, nous allons inaugurer l'échangeur Diori Hamani, qui est le 3e échangeur que nous réalisons au niveau de la ville de Niamey. Et peu après, nous allons également inaugurer un certain nombre de routes, notamment la route Baleara-Loga et la route Zender-Magaria, frontière avec le Nigeria. Rappelez-vous aussi qu'en 2016, nous avons fait en matière d'infrastructures urbaines Agadez-Sokni. En 2017, nous avons fait Tawa-Sakola. Ces projets au niveau de ces deux villes viennent s'ajouter à ce qui a été réalisé au niveau de Niamey-Niala, au niveau de Dosso-Soga et au niveau de Maradi-Kolia. En ce qui concerne l'initiative 3N, nous avons atteint tous les objectifs que nous nous sommes fixés dans le cadre de cette initiative. Nous avons atteint les niveaux de production prévus en ce qui concerne les cultures pluviales, ainsi qu'en ce qui concerne les cultures irriguées. Chaque année, même si on arrive à réaliser les objectifs, comme vous le savez, il y a toujours des zones déficitaires dans notre pays. Et donc, pour soutenir les populations de ces zones déficitaires, pour soutenir les populations aussi qui ont été victimes de catastrophes, des inondations, pour soutenir les populations déplacées par l'insécurité, nous avons chaque année, 2016-2017, conçu et mis en œuvre au niveau du gouvernement des plans de soutien pour les populations qui ont été conçus et mis en œuvre en rapport avec les partenaires. Donc l'initiative 3N, pour me résumer, est un grand succès. Et nous avons réussi le pari que sécheresse ne soit plus au Niger synonyme de famine. Au plan de l'éducation également, des progrès importants ont été réalisés. Des mesures ont été prises pour améliorer la qualité de l'enseignement. Des mesures ont été prises pour créer les conditions de la protection de la scolarisation de la jeune fille. Au plan de la santé également, nous avons progressé dans la réalisation d'infrastructures sanitaires, des centres de santé, et pratiquement dans toutes les régions. Nous avons assuré la politique de gratuité des soins. Nous avons progressé dans le secteur de la santé et de la reproduction. Alors, quand on prend ces mesures qui ont été prises au niveau de la scolarisation de la jeune fille, pour protéger la jeune fille, quand on tient compte des progrès réalisés au plan de la santé de la reproduction, quand on tient compte aussi des campagnes de sensibilisation menées par les chefs traditionnels, par les leaders religieux sur les questions démographiques, on constate que nous avons obtenu comme résultat une baisse, je dis bien, du taux de fécondité au Niger. Le Niger étant considéré comme étant le pays qui a le taux de fécondité le plus élevé. Là, la dernière enquête réalisée au niveau démographique, santé et nutrition révèle une baisse, une réduction du taux de fécondité, ce qui fait que nous sommes désormais engagés sur une trajectoire, une bonne trajectoire vers la réalisation des conditions de la transition démographique. Si je prends le cas de l'accès à l'eau et à l'assainissement, là aussi, des réalisations importantes ont été faites pendant ces 2 dernières années et ces réalisations viennent s'ajouter à celles qui ont été obtenues pendant le premier mandat. Même chose pour la création d'emplois pour les jeunes. Nous avons créé entre emplois permanents et emplois non permanents près de 220 000 emplois sur 2016 et 2017. Donc voilà, pour répondre à votre question, le bilan rapide qu'on pourrait faire, non seulement des 7 ans de gestion de mise en œuvre du programme de Renaissance, mais plus précisément des 2 dernières années, 2016 et 2017. Monsieur le Président, l'axe majeur de votre programme c'est la promotion de la renaissance culturelle. Et à ce sujet, vous avez fustigé lors d'une récente intervention devant les conseillers du CESOC des lourdes pesanteurs qui entravent l'efficience et l'efficacité de l'administration nigérienne. Vous avez notamment évoqué la forte politisation de l'administration. Alors, comment comptez-vous, à court ou moyen terme, venir à bout de ce malaise qui a été
dénoncée par pratiquement tous les régimes depuis l'avènement du multipartisme. Alors, la renaissance culturelle, c'est quoi? La renaissance culturelle, pour résumer, c'est les trois modernisations. Modernisation sociale, modernisation politique et modernisation économique. Votre question porte sur la modernisation politique. Je l'ai toujours dit, notre pays a besoin d'un État démocratique fort. Un État démocratique fort, capable de garantir l'ordre, capable de garantir la paix, capable de garantir la sécurité et les libertés, capable aussi de faire en sorte que chaque citoyen remplisse effectivement ses devoirs. Et pour atteindre ces objectifs, malheureusement, il y a des obstacles que nous devons affronter. Ces obstacles sont, comme je l'ai dit dans le discours auquel vous avez fait allusion, la faiblesse capacité à rendre justice, la corruption, la faiblesse capacité à lever l'impôt, les différents communautarismes, l'ethnocentrisme, le régionalisme, etc. Et malheureusement, certains comportements des partis politiques et de la société civile. Alors, pour surmonter ces obstacles, il y a un travail de longue haleine à mener et nous avons au niveau du gouvernement mis en place des actions, identifié des actions et mis en place une feuille de route pour mettre en œuvre ces actions afin de réaliser les objectifs qu'on se fixe sur le plan de la renaissance culturelle. Monsieur le Président, justement, cette renaissance culturelle est, on le sait, un vaste chantier qui nécessite l'implication de tous les Nigériens. Pensez-vous que votre démarche est suffisamment assimilée par tous? C'est un vaste chantier. C'est un chantier qui relève du long terme. C'est un chantier difficile parce qu'il s'agit de s'attaquer aux habitudes, il s'agit de changer les mentalités. C'est pour cela que j'ai dit tout à l'heure que le gouvernement a mis en place une feuille de route avec des actions à mettre en œuvre. Et ces actions qu'il va falloir mettre en œuvre ont besoin de vecteurs parce qu'il s'agit de diffuser des valeurs au sein de notre société. Il s'agit de combattre des contre-valeurs au sein de notre société. Et pour ce faire, nous avons besoin d'un certain nombre de vecteurs. Ces vecteurs sont les chefs traditionnels et religieux, c'est l'école, c'est le cinéma, c'est les médias, c'est le folklore, etc. Donc le gouvernement a conçu cette feuille de route, comme je l'ai dit, et défini des actions qui nous permettront d'avancer vers la réalisation des objectifs fixés, assignés à ce axe relatif à la renaissance culturelle. Monsieur le Président, notre pays, on le sait, à l'instar des autres pays de l'espace sahélo-saharien, fait face au problème de l'insécurité. Et à ce propos, vos efforts ont permis de fédérer les positions de la communauté internationale, conduisant à la création de ce qu'on appelle aujourd'hui le G5 Sahel. Comment se présente aujourd'hui la situation sur le théâtre des opérations? Alors, la sécurité a continué à être la priorité des priorités pour nous en 2016 et 2017. Nous y avons investi respectivement 17% et 21% de nos ressources budgétaires. Ça veut dire qu'en 2016, nous avons investi dans la sécurité 17% de nos ressources budgétaires et en 2017, nous y avons investi 21%. C'est presque autant que ce que nous avons investi dans le secteur de l'éducation, puisque pour 2016, pour l'éducation, nous avons investi 18%, vous voyez c'est proche de 17% investis dans la sécurité, et pour 2017, nous avons investi 21%, exactement le même niveau que pour la sécurité. Nous avons donc continué en 2016 et 2017 à équiper, à former, à entraîner nos forces de défense et de sécurité, auxquelles vous me permettrez de rendre hommage pour leur courage et pour leur professionnalisme, pour les sacrifices qu'elles ont consentis dans la lutte contre le terrorisme. Aux actions de nos forces de défense et de sécurité viennent s'ajouter les actions également des forces amies
des forces alliées qui nous aident dans ce combat de lutte contre le terrorisme. Récemment d'ailleurs, en rapport avec les forces Barkhane, il y a eu des actions qui ont été menées, en particulier dans le nord Tillabéri, le long de la frontière avec le Mali, des actions qui ont infligé des pertes énormes à nos ennemis. Et par ailleurs, nous avons, par le biais de la mise en place de la force conjointe du G5 Sahel avec les pays que vous connaissez, la Mauritanie, le Mali, le Burkina et le Tchad, nous avons donc avec ces pays mis en place cette force conjointe qui permet de renforcer notre sécurité collective. L'opérationnalisation de la force conjointe est en cours, surtout qu'après la réunion de Bruxelles au mois de novembre dernier, nous avons pu rassembler les ressources financières nécessaires au financement des actions de la force pendant la première année. Vous me permettrez donc de remercier nos partenaires qui se sont mobilisés pour nous aider. Il s'agit notamment des Nations Unies, de l'Union africaine, de l'Union européenne, de la France, de l'Allemagne, de l'Arabie saoudite, des Émirats arabes unis. Plus récemment encore, il s'agit de la Turquie et du Rwanda. Mais cette mobilisation qui a été faite en faveur du G5 Sahel, de la force conjointe du G5 Sahel, ne règle pas malheureusement tous les problèmes, parce que la lutte contre le terrorisme peut durer plus d'une année. Or, nous avons besoin d'un financement pérenne pour les autres années à venir. Donc, cette question reste entière. Il va falloir qu'on s'attaque à la recherche du financement pérenne pour la force conjointe et aussi qu'on s'attaque à l'autre préoccupation relative à la nécessité de mettre cette force conjointe sous chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Justement, Monsieur le Président, vous avez, on le sait, pris les rênes du G5 Sahel le 6 février dernier. Et 2 semaines plus tard, un sommet à Bruxelles a largement dépassé vos attentes en matière de mobilisation financière. Or, il se trouve que certains partenaires voudraient gérer eux-mêmes les fonds ainsi mobilisés. Qu'en est-il, Monsieur le Président? Alors, il faut dire qu'au niveau du G5 Sahel, nous avons créé ce qu'on appelle un fonds fiduciaire qui est destiné à accueillir toutes les contributions des partenaires. Il est prévu également au niveau du G5 Sahel la mise en place de 2 comités, un comité de soutien et un comité de contrôle dont sont membres toutes les organisations et tous les pays contributeurs. Et je crois que tous les partenaires ont accepté ce mécanisme. Par conséquent, on n'a aucun problème avec aucun des partenaires. Oui, Monsieur le Président, si vous le permettez, nous allons aborder maintenant la question sécuritaire, notamment les femmes enlevées à Ngalewa par la nébuleuse Boko Haram dans la région de Difa. Au Nigeria, on sait que le régime semble privilégier des négociations avec le groupe terroriste pour amener les filles de Chibok et d'Abchi. Pour votre part, Monsieur le Président, que comptez-vous faire pour libérer nos compatriotes? Alors on dit que le gouvernement n'a rien fait. Le gouvernement, dès qu'il a appris l'enlèvement de ces femmes de Ngalewa, a pris des mesures pour pouvoir retrouver ces femmes qui ont été enlevées par Boko Haram. Donc cela est en cours, ces efforts continuent. Et de manière plus générale, comme vous le savez, les forces camerounaises, les forces nigérianes, les forces tchadiennes et celles du Niger, rassemblées au sein de la force mixte multinationale, sont en train d'infliger des défaites à Boko Haram. Donc il n'est pas exclu que nous arrivions à une victoire contre Boko Haram sur le plan militaire. Mais cela, bien sûr, ne suffira pas. Il va falloir penser également pour le bassin du lac Tchad aux questions de développement. C'est pour cela que nous avons mis en place au niveau de la CBLT un programme de développement quinquennal au niveau du bassin du lac Tchad. Et il est prévu également ce grand projet de transfert des eaux du bassin du Congo vers le lac Tchad afin de réhabiliter le lac Tchad. Donc nous progressons, me semble-t-il, sur les 2 tableaux, sur le plan militaire et sur le plan de développement.
Et nous continuons également, puisque c'est ça le sens de votre question, à rechercher les femmes qui ont été enlevées à Ngalewa. Mais pour vous, il n'est pas question de négociation. Nous continuons à chercher à libérer les femmes de Ngalewa. Monsieur le Président, ces derniers temps, au Niger, le front social est marqué par une montée au créneau des organisations de la société civile pour dénoncer, entre autres choses, la loi des finances 2018. Alors, pourquoi le gouvernement s'affiche intraitable sur cette question? Le gouvernement n'est pas intraitable sur la question. Ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut retenir, c'est que la loi des finances 2018 répond aux aspirations du peuple nigérien. La loi des finances 2018 est la traduction budgétaire du programme de renaissance. Du programme de renaissance qui, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, prévoit d'assurer la sécurité des Nigériens, prévoit de mettre en place des institutions démocratiques fortes et stables, prévoit de réaliser des routes, le chemin de fer, l'énergie, les infrastructures urbaines, prévoir de promouvoir l'éducation, la santé, l'accès à l'eau pour les populations. C'est tout cela que reflète la loi des finances de 2018. Et c'est pour cela, du reste, que cette loi est soutenue par l'immense majorité du peuple nigérien. C'est pour cela qu'elle a été votée par la majorité des députés. Bon, maintenant, qu'il y ait une minorité qui la conteste, c'est le droit de la minorité de contester. Nous respectons ce droit, mais ce droit doit s'exercer dans le cadre des lois en vigueur. Monsieur le Président, justement, les dernières manifestations ont conduit à des arrestations au sein des militants des organisations de la société civile et à la fermeture d'un organe de presse. Ces mesures dites conservatoires du gouvernement ne sont-elles pas assimilables à des dérives autoritaires, Monsieur le Président? Non, il n'y a pas de dérive autoritaire dans le pays. Notre objectif a toujours été très clair. Nous avons besoin d'un État démocratique fort et stable, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'un État capable de garantir à la fois l'ordre et la liberté. Cela est important, parce que, comme on le sait, l'ordre sans liberté, c'est la dictature. La liberté sans ordre, c'est l'anarchie. Nous ne voulons ni de la dictature, ni de l'anarchie. Nous voulons la démocratie pour le Niger. Et d'ailleurs, quand on regarde le contexte sécuritaire qui existe dans la sous-région et en particulier dans notre pays, il est important d'éviter les faiblesses de l'État, parce que les faiblesses de l'État ont toujours été la source, la cause de l'échec des démocraties. Nous ne voulons pas échouer sur la voie de mise en place des institutions démocratiques fortes, parce que si nous échouons, cela veut dire peut-être dans le contexte actuel la victoire du terrorisme, des souffrances, les pires souffrances pour le peuple nigérien. Nous avons le devoir d'éviter cela à notre peuple et c'est ce que nous sommes en train de faire. Monsieur le Président, toujours au plan social, la situation à l'université Abdou Moumouni de Niamey est devenue plus ou moins instable avec un bras de fer qui oppose depuis quelque temps des étudiants aux enseignants-chercheurs, avec pour conséquence l'exclusion des dirigeants du mouvement estudiantin. À ce sujet, Monsieur le Président, quelle serait l'appréciation de l'ancien leader du mouvement estudiantin que vous avez été, tant au plan national qu'international? Par ailleurs, comment le père de la nation compte-t-il ramener la quiétude sur le campus? Bien, alors votre question me rappelle un mot d'ordre que nous avions quand nous étions étudiants. Ce mot d'ordre, c'était qu'il fallait être techniquement compétent et politiquement conscient. Techniquement compétent veut dire qu'il faut apprendre, il faut accumuler des connaissances. Politiquement conscient veut dire qu'il faut utiliser ces connaissances-là au profit du peuple nigérien. Ce mot d'ordre était juste à notre époque. Il est encore plus juste aujourd'hui. Et je voudrais que les étudiants s'inspirent de ce mot d'ordre et se préparent à assumer les responsabilités futures
du pays en se préparant aussi bien sur le plan politique que sur le plan technique. Ce qui se passe à l'université m'interpelle, interpelle tous les Nigériens. Et cela rend encore plus pertinent notre objectif en matière de renaissance culturelle, parce qu'il s'agit là d'un problème d'autorité. Or, notre objectif, c'est de rétablir l'autorité non seulement au sein des familles, mais aussi à l'école et au sein de la société. Le gouvernement veillera à cela. Le gouvernement veillera à ce que le calme revienne à l'université. Il le fera en rapport avec les différents acteurs, en rapport aussi bien avec les étudiants qu'avec les professeurs. Monsieur le Président, justement, l'opinion, mais même le gouvernement, s'accorde pour admettre que la détérioration du système éducatif au Niger est une préoccupation majeure, selon des études menées par le ministère de tutelle, qui ont démontré que le système éducatif est en panne et des réformes ont été engagées, des réformes assez courageuses. Quel est votre sentiment de manière générale sur cette question de l'éducation dans notre pays? Qu'est-ce qui ne va pas? Je vous disais tout à l'heure que nous avons beaucoup fait pour le système éducatif pendant ces 7 dernières années. Nous avons beaucoup investi. Nous avons investi en 2016, je l'ai dit tout à l'heure, 18% des ressources budgétaires dans l'éducation. Et en 2017, 21%. Nous avons, comme je l'ai indiqué, construit des infrastructures, nous avons recruté des enseignants, nous avons distribué des fournitures, nous avons également pris des mesures pour améliorer la qualité de l'enseignement. Ces évaluations que vous connaissez, qui ont été faites au niveau de l'enseignement primaire, ont permis d'améliorer la qualité de l'enseignement, dans la mesure où il y a des indicateurs qui le prouvent. Un des indicateurs, c'est que les spécialistes appellent le taux d'achèvement ou le taux de survie. Tous ces taux-là se sont améliorés et ces taux sont un indicateur de l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Cela vient s'ajouter à la mesure qui a été prise également pour protéger la scolarisation de la jeune fille. Donc nous sommes sur la bonne voie en matière d'amélioration de la qualité de l'enseignement et j'encourage le gouvernement à poursuivre les réformes courageuses, ambitieuses qu'il a entreprises ces dernières années. Monsieur le Président, au plan politique, vos adversaires dénoncent plutôt des dérives ayant pour conséquence la rupture du dialogue social. Entre autres choses, l'opposition vous accuse d'avoir liquidé ou de procéder à la liquidation progressive du Conseil national du dialogue politique, le CNDP. Alors, que répondez-vous à une telle accusation? Non, vous savez, les Nigériens savent que le dialogue a été, depuis 7 ans, une des caractéristiques de notre gouvernance. Rappelez-vous, tous mes discours, à l'occasion desquels j'ai eu à tendre la main à mes adversaires, à tendre la main à l'opposition, ma main demeure toujours tendue et j'exhorte les partis politiques, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition, à renouer les fils du dialogue au sein du CNDP. Monsieur le Président de la République, parmi les greffes portés par l'opposition politique, on peut retenir notamment la présence des forces étrangères sur le territoire national, des forces qui seraient venues s'installer sans avis préalable de l'Assemblée nationale. Entre autres greffes également, la non-organisation des élections législatives partielles et locales. Que répondez-vous, Monsieur le Président, à ces accusations? Les décisions prises par le gouvernement par rapport à l'organisation des élections législatives partielles ou par rapport aux élections locales, ces décisions sont conformes à la Constitution, sont conformes à nos lois. De la même façon, la présence des troupes amies sur notre territoire est conforme également à notre Constitution et à nos lois. Ces forces amies nous aident, nous soutiennent pour assurer la sécurité du pays, pour assurer la sécurité du peuple nigérian. Du reste, je suis un peu étonné de constater que les mêmes qui dénoncent la présence de ces forces ne dénoncent pas suffisamment
l'agression du terrorisme contre notre pays. Or, les acteurs qui sont à la base de cette agression sont pour la plupart des terroristes étrangers. Alors je suis étonné par cette insistance, ça me trouble vraiment, l'insistance avec laquelle les forces armées sont dénoncées, alors que les terroristes étrangers qui attaquent, qui agressent notre peuple ne sont pas dénoncés par ces mêmes acteurs. Monsieur le Président, à la faveur des élections de 2016, vous aviez réussi à fédérer autour de votre candidature une majorité confortable d'une quarantaine de partis politiques. Mais depuis quelque temps, des rumeurs circulent faisant état d'un malaise au sein de cette coalition qui vous a soutenu. Le mur serait-il en train d'être fissuré quelque part? Moi, je n'ai pas connaissance de ces rumeurs. Je ne pense pas que ces rumeurs soient fondées. Monsieur le Président, la table ronde de Paris sur le financement du P2S a été un franc succès. Maintenant, comment s'assurer du décaissement effectif des fonds mobilisés et quelle stratégie adoptez-vous pour relever l'éternel défi de consommation de crédit qui se pose à notre administration? C'est vrai, vous avez raison de le rappeler, la table ronde organisée au mois de décembre sur le financement du plan de développement économique et social 2017-2021 a été un franc succès. Nous avons reçu des annonces de financement à hauteur de 23 milliards de dollars. Maintenant, le challenge qui se pose au gouvernement, c'est comment mobiliser, décaisser ces 23 milliards de dollars pour qu'ils servent au financement des différents axes du programme de Renaissance. Alors le gouvernement a défini, a conçu une feuille de route et un mécanisme de suivi. Et nous pensons qu'avec ces mesures qui sont prises par le gouvernement, nous allons améliorer effectivement le taux de consommation de crédit. Monsieur le Président, enfin, et pour rester sur le chapitre de la diplomatie, on peut rappeler que vous avez obtenu une victoire certaine. C'est la conduite du processus de la zone de libre-échange continentale en Afrique, la ZLECA, dont la création a été signée le 21 mars à Kigali. Maintenant, comment, Monsieur le Président, concrètement mettre en œuvre cette belle initiative, malgré la réticence de certains poids lourds économiques, je pense notamment au Nigeria? Alors, votre question me rappelle que je n'ai pas mentionné tout à l'heure dans le bilan que nous avons enregistré des succès, non seulement au plan diplomatique, on a eu à mener une diplomatie offensive pendant les 7 dernières années. Nous avons eu également, parce que je n'en ai pas parlé tout à l'heure, à renforcer les institutions. Nous avons eu à renforcer les capacités de notre administration. Nous avons eu donc à progresser dans l'axe relatif à la mise en place d'institutions démocratiques fortes et stables. Maintenant, vous me posez la question par rapport à la zone de libre-échange continentale. C'est un objectif majeur pour l'Afrique. Avec la signature des accords sur la zone de libre-échange continentale, l'Afrique est en train de sortir de cette balkanisation, de ces frontières, 84 000 km de frontières, qui empêchent aux Africains de commercer entre eux, qui empêchent aux Africains d'échanger entre eux. 44 signatures sont déjà obtenues. C'est une étape décisive, c'est une étape importante. Maintenant, les étapes suivantes vont porter sur la négociation de ce qu'on appelle les appendices, les annexes aux accords, c'est-à-dire l'accord de libre-échange continental, le protocole sur le commerce des marchandises, le protocole sur le commerce des services, le protocole sur le règlement des différends. Il y a aussi d'autres protocoles qu'on doit signer, protocole sur les investissements, protocole sur la concurrence et également un protocole sur la propriété intellectuelle. Tout cela doit aussi s'accompagner d'une campagne de sensibilisation, puisque l'intégration ne doit pas se faire que par le haut, elle doit se faire par le bas. Les citoyens doivent s'approprier les différents accords. Vous faites allusion à des pays où on enregistre un certain nombre de réticences. Justement, ces pays-là sont en train de mener des campagnes de sensibilisation pour que leurs citoyens s'approprient les accords de libre-échange continental. Et je pense qu'à terme,
tous les pays, y compris le pays que vous avez cité, vont signer et ratifier les accords portant sur la zone de libre-échange continentale. La ratification est une phase extrêmement importante. Il faut 22 ratifications pour que les accords entrent en vigueur. J'estime que d'ici la fin de l'année, nous obtiendrons ces 22 ratifications. Donc je me réjouis de cela, je me réjouis de ce succès. C'est un succès historique. Il y a certains qui comparent cet événement à la naissance de l'OUA en 1963 ou à la transformation de l'OUA en Union africaine en 1999. C'est effectivement un tournant. C'est un événement historique majeur. Nous sommes en train de réparer le miroir brisé, parce que la carte de l'Afrique ressemble à un miroir brisé. Nous sommes en train de boucher les trous de la jarre percée et nous réalisons ainsi les vœux du roi Guizot qui disait que si tous les enfants du pays venaient par leurs mains assemblées boucher les trous de la jarre percée, le pays sera sauvé. Eh bien, notre décision permettra de sauver notre continent, de créer les conditions de l'expansion des économies et de créer les conditions du progrès et de la prospérité pour les peuples africains. Excellence, merci. C'est moi qui vous remercie.